Aujourd'hui, je vais aborder un sujet qui m'intéresse depuis peu, c'est la question de l'empreinte écologique des crypto-monnaies. Alors, les crypto-monnaies, on connaît plus ou moins, c'est le principe de se passer des banques en utilisant la blockchain, en reliant une série d'ordinateurs entre eux, ce qui permet d'éclater et de décentraliser l'intermédiaire qui est normalement une institution financière et de l'éclater dans un réseau d'ordinateurs, de particuliers ou d'entreprises. Donc c'est une technologie qui a de plus en plus de succès, mais toute technologie nécessite préalablement d'être produite avant d'être utilisée. Donc comme à chaque fois, on parle énormément sur l'aspect utilisation et moins sur l'aspect production. Alors, un peu moins parce que on en parle quand même, vu que ça concerne les particuliers et que les particuliers peuvent prendre part, pour une fois, à la partie productive. Mais c'est quand même moindre concernant le volume d'informations. Et moi, ce qui m'intéresse dans le domaine de la production, c'est l'empreinte écologique, le coût environnemental de cette technologie. Et là, on a un petit souci. Le souci, c'est que le Bitcoin, qui est la crypto-monnaie de référence, les autres crypto-monnaies sont appelées altcoins, c'est-à-dire tout le reste. Et le Bitcoin base sa technologie depuis le départ sur une méthode qui s'appelle Proof of Work, qui consiste à vérifier l'intégrité de la blockchain et à écrire à la suite de celle-ci la nouvelle transaction. Et donc c'est une technologie intéressante pour un nombre pas trop élevé de transactions et d'utilisateurs. Le problème, c'est qu'avec le succès du Bitcoin actuel, on a une explosion des transactions. On est à plus de 300 000 par jour. On vient de dépasser les 10 000 dollars l'unité. Le market cap du Bitcoin explose. C'est extrêmement énergivore. Donc quand j'ai consulté les chiffres en novembre 2017, une seule transaction nécessitait autant d'électricité que pour alimenter une maison entière en Europe pendant 2 semaines. Une seule transaction, quel que soit le montant de cette transaction. Une transaction produirait 2 à 3 kg de CO2 et la production de 1 Bitcoin, d'une unité de Bitcoin, elle produirait jusqu'à 13 tonnes de CO2. Il y a quelques jours, le Bitcoin a, par exemple, dépassé la consommation énergétique de l'Irlande. Concernant les chiffres, il faut bien comprendre qu'ils évoluent en permanence. Donc là, je vous donne des chiffres qui sont probablement inférieurs à ceux qui ont cours au moment où vous regardez la vidéo. Donc évidemment, je mettrai un lien dans la description vers tous les chiffres que j'avance et toutes ces informations-là. Ça nécessite ce qu'on appelle des fermes de serveurs. Donc je vais vous montrer une image pour que vous ayez une idée de quoi ça ressemble. Inside, it's incredibly loud. My God, how many machines are there? There are over 10,000 graphic cards on this side alone, more than the world's biggest supercomputer. What he will tell me is that the electricity bill for his mine is 1 million euros a month. Most of that spent cooling the computer processors. Another advantage of being in Iceland is that the outside air is reliably chilly, so the climate also helps to keep the hangars cool. In future, Mako Streng plans to set up new steam-powered mining farms. Donc là, on voit le propriétaire qui nous dit qu'il a une facture d'électricité de 1 million d'euros par mois. Et on essaye de nous rassurer en disant oui, mais c'est en Islande, il fait froid, et puis eux, ils produisent de l'énergie propre. Donc soyons bien clairs, la plupart des crypto-monnaies sont pas produites en Islande. Il y en a plein qui sont produites en Russie, en Chine, en Mongolie et ailleurs, où l'énergie ne vient pas de sources entre guillemets dites renouvelables, mais plutôt de centrales à charbon, etc. Sur les énergies dites renouvelables, on va faire une petite aparté parce qu'il faut quand même préciser qu'une éolienne de 40 mètres, c'est plus de 2 tonnes de terres rares en son cœur. Concernant les panneaux solaires et tout le truc électricité propre, machin,
ça consomme du lithium et le pic du lithium, on l'a déjà passé. C'est-à-dire que là, on découvre plus tant de lithium que ça. Et vu que Tesla fait exploser la demande de lithium pour ses tuiles solaires, sa voiture, etc., on a la demande mondiale de lithium qui explose littéralement. Donc c'est absolument pas durable dans l'heure actuelle. Et là, on a un gros souci parce que le pétrole, quand on a commencé à l'exploiter, il fallait dépenser 1 baril énergétique pour en récupérer 100. Donc le ratio était intéressant. Mais progressivement, ce ratio a diminué. Et aujourd'hui, on est dans un ratio où il faut dépenser 1 baril de pétrole pour en récupérer 3. Ça veut dire que quand on va avoisiner les 1 pour 1, cette énergie n'aura plus aucun intérêt. Et là, on n'a rien pour remplacer le pétrole. Les porte-conteneurs fonctionnent au pétrole, les usines fonctionnent au pétrole, il y a extrêmement de choses qui sont produites avec du plastique, les tracteurs fonctionnent au pétrole, etc. Donc on a un gros souci de substitution. Normalement, le pic du pétrole, on aurait dû le passer en 2015. On a pu le repousser de quelques années en allant chercher de nouveaux gisements via la fracturation, donc hydraulique, par acide, au propane, etc. Mais ça va pas durer éternellement. Donc aujourd'hui, quand on voit des types, et là je vais vous montrer une autre petite vidéo, qui prêchent le Bitcoin pour faire des achats quotidiens, c'est complètement irresponsable. We're on our way to the annual Hackers Congress at the Parallel Polis Center in Prague. It draws crypto-anarchists from across Europe, people who employ encryption technology to keep their internet activity private. The Bitcoin is their currency of choice. At the center's Bitcoin coffee bar, you can't buy a drink with regular cash or cards, only Bitcoins. I use a chip implant. I created in 2014. See, you can see the tiny chip. Wow. Half of it is antenna and the other half is the chip. So if, for example, I want this Bitcoins are on here, and if I want to buy a Red Bull, for example, there, I can show you. Yeah, let's have a look. Martin just holds his hand in front of the machine, and out comes his drink. He says this is the future. I don't believe that. Donc là, on voit le type qui s'est fait pucer, qui lui dit que c'est génial, qui peut acheter son Red Bull, qui va lui bousiller la santé. Et puis pour extraire de cette boîte métallique la canette qui se trouve à quelques centimètres de son visage, eh bien, il va faire une transaction Bitcoin qui, elle, produit l'équivalent de l'énergie nécessaire pour faire tourner une baraque en Europe pendant 2 semaines. Sans aucune conscience de ça et avec le sourire et en vous disant c'est super, vous devriez faire la même chose. Ben non, en fait, c'est pas sans coût et c'est pas aussi simple et c'est pas aussi fun et il y a un réel problème derrière cette technologie. Donc avec un tel taux énergétique et un tel taux de croissance, c'est une véritable usine à gaz. Le truc, les transactions sont plus lentes, ça consomme toujours plus. Il y a un moment où il faut absolument être conscient de ça et boycotter la chose tant qu'ils ne trouvent pas une solution technique à leur problème. Et malheureusement, je vois peu de développeurs parler de cette question-là et chercher des solutions de ce côté-là. On fait comme si tout allait bien, comme si tout était normal, alors qu'on a un énorme problème avec ça. En termes de réchauffement climatique, le dernier rapport du GIEC nous dit que même si on arrête toute activité humaine à l'heure actuelle, avec le phénomène d'inertie, on arriverait à plus 6 degrés au-dessus des continents à la fin du siècle, en 2100. Donc je pense pas qu'on ait besoin de rajouter en plus de ça une crypto-monnaie qui est une empreinte carbone aussi désastreuse. Et le problème, c'est que même si vous voulez consommer d'autres crypto-monnaies, la plupart des plateformes vont vous forcer à préalablement acheter du Bitcoin pour après le convertir dans d'autres altcoins. Et ça, c'est un gros problème également parce que il y a des altcoins qui utilisent une technologie, par exemple Proof of Stake, bien plus intéressante sur le plan énergétique. Mais si vous souhaitez passer par celle-là et boycotter le Bitcoin, ben ça va être extrêmement compliqué parce que
justement, ces plateformes vont vous obliger préalablement à acheter du Bitcoin. Donc la situation globale des crypto-monnaies est préoccupante. Maintenant que vous êtes conscient de ce problème, je vous invite à en parler autour de vous, parce que c'est un sujet qui est très peu abordé, et à faire un usage des crypto-monnaies, si tel est votre cas, de manière responsable. C'est-à-dire que le Bitcoin, on oublie tout de suite pour les transactions du quotidien, hein, pour les achats réguliers, et c'est plus une monnaie de placement, mais vous ayez conscience que à chaque fois que vous faites un clic, bah c'est 3 kilos de CO2 en plus, quoi. J'ai 10 clics par jour, c'est 30 kilos. L'humain n'avait jusqu'à présent jamais inventé un outil aussi destructeur en termes écologiques et aussi accessible au grand public que le Bitcoin. Donc là, je vais vous montrer une deuxième vidéo, toujours à Prague, un haut lieu de la Crypto Family apparemment. Ce gars-là, il a ouvert un coffee shop où donc il invite les gens à venir consommer leur café et leur pain au chocolat en payant tout en Bitcoin. Et il nous fait une petite démo. Implant in here. You can't really see it because it's under my skin, but I have my Bitcoin wallet in there. So he has his Bitcoin wallet, a blockchain wallet, where he can store funds, and with this, he's going to pay. Look in here. He's going to pay for the money in here. Yeah, and now we are going to pay. Oh, we are not. Not enough balance. Not enough Not enough balance. balance. So I gotta send you some money. Yeah. Why don't we just pay for something less expensive? And he's gonna pay with his hand in here. Yeah, let's see. Well, and it worked. It worked. You can pay with Bitcoins. You can store your information on there, like your business card. You can unlock the door, unlock your car, or anything. So It's perfect. it works with IoT, Yeah, Internet yeah. of Things. It's working with IoT. We have our own door unlocking lock with RFID scanner in here, so we can unlock the door upstairs. Okay. Could we see that eventually? Well, it's not working with my chip right now. Okay. Donc voilà, lui aussi s'est fait implanter. La puce est vraiment à la mode apparemment chez eux. Donc lui il dit que ça facilite sa vie, que c'est génial, que c'est ça le futur, machin. Enfin, le discours classique. Donc ce qui est marrant, c'est que la vidéo montre l'inverse. Il n'arrive pas à payer son premier achat qui vaut quelques dollars. Après, il dit qu'il peut utiliser sa puce pour allumer sa voiture ou ouvrir la porte du local. Donc là, il y a l'espèce de groupie de journalistes qui lui dit aller faire un test, voir comment ça marche, c'est génial. Et puis lui il dit ah ben non, en fait c'est pas encore fonctionnel, tout ça. Enfin donc bref, la vidéo le décrédibilise un petit peu. Mais c'est intéressant aussi de voir que ces types-là se disent tous anarchistes, crypto-anarchistes, etc. What does it mean to be crypto-libertarian anarchist? Well, the crypto anarchy is the idea that you can be less free and less dependent on the state with the technologies, with the ciphering, deciphering, and so on. So this liberates you. Yeah, it does. Je pense que Pierre-Joseph Proudhon se retournerait dans sa tombe s'il voyait tout ça. Ces types être à l'avant-garde en fait du transhumanisme, capitalisme le plus débridé qui soit, etc. Donc c'est assez caricatural de voir des gens qui se prétendraient critiques vis-à-vis de la société, etc. Être en réalité les promoteurs les plus ardents du prolongement de cette société-là. Ça me fait penser à la Chine qui est passée sans trop de difficultés du communisme au capitalisme. Le communisme ayant détruit toutes les valeurs culturelles et ancestrales. Et puis, une fois qu'il n'y a plus que le matérialisme qui est là, c'est pas trop dur d'y implanter l'idéologie de la consommation et du pouvoir d'achat. Donc lui, il justifie le choix de se faire pucer par l'aspect pratique, confortable, etc. En général, le système insiste beaucoup sur l'aspect santé également, à chaque fois qu'ils essayent de promouvoir une nouvelle technologie, une disruption technologique dans la population.
on va ramener l'argument de la santé, ça va être bien pour votre santé, etc. On va faire des nano-médicaments, on va faire des puces qui contiendront votre dossier médical, etc. La crainte de cette américaine, c'est de se retrouver inconsciente un jour après un accident de voiture. Alors elle s'est fait implanter cette puce minuscule qui sera capable de livrer ses antécédents et ses allergies au médecin chargé de la soigner en urgence. Une société américaine va commercialiser ces puces pour le grand public. Elle espère équiper les malades d'Alzheimer, par exemple, mais on peut utiliser la même technologie pour l'installer sur son animal domestique et le suivre à la trace. On joue sur la peur de la maladie, de la souffrance, de l'insécurité. Donc on voit souvent un double argumentaire se mettre en place, c'est-à-dire que d'un côté on a l'argumentaire qui joue sur les peurs et de l'autre l'argumentaire qui joue sur le désir. Donc c'est un peu la carotte et le bâton, assez efficace pour faire avancer des ânes et les pucer comme des moutons. Donc voilà, je vous invite à partager cette vidéo et à être plus conscient de ce qui se passe derrière vos écrans. Ciao!